Raphaël Enthoven, merci d'être là. Il va donc parler en premier. Le titre, « Le hasard est-il seulement la mesure de notre ignorance ?» Alors, pour les événements accidentels de la nature, comme un mur qui s'effondre, une tempête qui se déclare, un séisme, nous sommes effectivement désarmés, ignorants. Mais le hasard d'une rencontre, bonne ou mauvaise, ne dépend-elle pas de notre liberté ? Alors, le hasard existe-t-il en dehors de toute subjectivité ? L'imprévu vient-il de l'autre ou d'une instance transcendante ? L'imprévu est-il imprévisible ? À toi. Alors, je vous dois d'abord des excuses à triple titre. La première raison, c'est que je ne pourrais pas parler plus fort que ça. Que voulez-vous que je vous dise, moi ? C'est d'avoir une extinction de voix aujourd'hui, c'est presque... Enfin, c'est plus de l'imprévu, c'est de l'impondérable, quoi. Je vous remercie. Ça aussi, c'était imprévu. La deuxième raison pour laquelle je vous dois des excuses, c'est que j'ai donc, à cette occasion, découvert sur ma personne les vertus euphorisantes de la cortisone. Et il convient de penser, de la même façon qu'il convient de penser en bon matérialiste, que c'est la bile noire qui produit la mélancolie et non pas la mélancolie qui produit la bile noire. Si jamais je me mets à vous parler turc ou à dire n'importe quoi, ce sera la faute de la cortisone. Et enfin, voilà, un truc imprévu m'est tombé sur le coin de la gueule tout à l'heure et donc je devrais partir rapidement. Je serai contraint de partir avant que Cynthia ne parle, en vérité. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave parce que tu sais déjà ce qu'elle va dire. Oui, mais en fait, c'est pour ça que c'est grave. C'est pour ça que c'est grave. Pas seulement mufle, c'est grave. Je veux dire, je sais déjà ce qu'elle va dire, je connais par cœur ce qu'elle va dire d'une certaine manière. Je connais par le cœur ce qu'elle va dire, tellement j'aime ce qu'elle dit. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai d'autant plus de mal à partir. Parce qu'en réalité, et je voudrais commencer par une citation de Bergson qui me semble tout à fait appropriée à la circonstance. Écoutez-le. J'ai beau me représenter le détail de ce qui va m'arriver, combien ma représentation est pauvre, abstraite, schématique en comparaison de l'événement qui se produit. La réalisation apporte avec elle un imprévisible rien qui change tout. Et voilà l'exemple qu'il donne. Je dois, par exemple, assister à une réunion, à une conférence de Cynthia Fleury, dit Bergson. Je sais quelle personne j'y trouverai, autour de quelle table, dans quel ordre, pour la discussion de quel problème. Mais qu'elles viennent, s'assoient et causent comme je m'y attendais, qu'elles disent ce que je pensais bien qu'elles diraient, l'ensemble me donne une impression unique et neuve, comme s'il était maintenant dessiné d'un seul trait original, par une main d'artiste. Adieu l'image que je m'en étais faite, simple juxtaposition, figurable par avance de choses déjà connues. Je veux bien que le tableau n'ait pas la valeur artistique d'un Velázquez, mais il est tout aussi inattendu, et en ce sens aussi original. C'est la raison pour laquelle je regrette tant de ne pas l'entendre, parce que je sais que ce que je vais rater a d'autant plus de saveur que je le connais déjà. C'est parce que je m'y attends que je peux être surpris par ce qu'elle va dire. Si vous avez un rendez-vous galant, par exemple, et que vous faites beau, vous passez l'après-midi à vous maquiller, et vous arrivez en bas de l'immeuble, vous envoyez un SMS, vous dites « je suis là ». Et dans l'instant, on vous répond « j'arrive », J-A-R-I-V, vous vous en foutez. C'est pas grave qu'elle sache pas écrire, vous l'attendez. Et vous l'attendez, vous êtes content, vous vous regardez dans la glace, vous essayez de tout contrôler. Et la seule chose que vous ne puissiez pas contrôler, c'est que bien que vous vous attendiez à son arrivée, vous savez ce qui se passe ? Elle arrive quand même. Et c'est ça la tragédie, si vous voulez, où c'est là qu'il se passe vraiment quelque chose. C'est quand les choses à quoi on s'attend arrivent malgré cela. Malgré cela, c'est quand le réel ne nous déçoit pas. Il faut être à la hauteur d'un réel qui ne nous déçoit pas. C'est pas facile, c'est compliqué. La meilleure preuve, c'est que quand on essaie de draguer quelqu'un dans une soirée, en général, l'usage veut qu'on aille la voir ou le voir en lui disant « mais dis-moi, on s'est pas déjà vu quelque part ?» Celui qui aborde une fille ou un garçon de cette façon-là mérite incontestablement le râteau qu'il prend. Il n'y a pas de doute. C'est vraiment nul comme méthode d'approche. Mais enfin, c'est naze, mais pourtant c'est une question merveilleuse, parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on va voir quelqu'un qu'on n'a jamais vu et qu'on lui dit on ne s'est pas déjà vu quelque part en espérant nouer la conversation? Qu'est-ce qu'on lui dit en fait? On lui dit je ne vous connais pas mais je vous reconnais. Je ne vous ai jamais vu mais je sais que c'est vous. Mais je sais que c'est vous. Vous êtes ma réminiscence, vous êtes mon souvenir du présent.
Imaginez qu'on aborde quelqu'un en traduisant, en fait, cette question ridicule. Le dragueur serait moins bête. Bref, c'est pas l'imprévu qui crée la surprise. C'est ça que je veux vous dire, en fait. C'est la capacité de regarder de temps en temps ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a la vie de tous les jours, et à l'intérieur, il y a la vie de chaque instant. C'est pas parce que les choses sont insolites qu'on les remarque. C'est parce qu'on les remarque qu'elles sont insolites, ou qu'elles sont inattendues. L'imprévu, au fond, est à la surprise dont chacun est capable. Ce qu'une cerise est à son gâteau, ou ce qu'un bonheur est à la joie, et la voix revient. La valeur, en fait, l'imprévu, c'est la valeur ajoutée dont on se passerait sans peine, mais qui en soi ne gâche rien. Les choses ne sont pas uniques parce qu'elles sont insolites. Elles sont insolites parce que le réel est unique. Qui a subi une bonne éducation du regard ou bénéficié d'une bonne éducation du regard regarde chaque chose comme une femme à barbe. Le réel est seul, unique, sans contrepoint, sans miroir. On ne peut pas adopter de positions célestes qui nous permettent d'en dire la vérité. Regarder le monde, c'est se mettre en situation de juge et partie. Je veux dire, le réel ne nous apparaît que sous la forme de sa singularité. C'est beaucoup plus intéressant de repérer la singularité d'une chose que d'essayer d'en dire la vérité. Essayer d'en dire la vérité, c'est vouloir s'en abstraire, en entendre la mélodie ininterrompue, la petite mélodie ininterrompue de notre vie intérieure ou de la vie intérieure à laquelle soudain on a accès, est la condition pour que quelque chose se passe. Alors au fond, il n'y a qu'une question en tout cela. Comment faire ? Comment faire pour rencontrer le monde dont on fait partie ? Comment faire pour regarder le monde séparément du besoin qu'on en a ? Comment sauver le hasard quand on prend le réel pour son désir ? Comment sauver le hasard quand on prend le réel pour son désir ? Comment on fait ? Comment on s'y prend ? La première chose à faire, me semble-t-il, c'est ne plus regarder le hasard comme ce qui relève d'une bonne ou d'une mauvaise fortune. Il est tentant, bien sûr, de tenir pour autant de hasard tous les moments où la vie bascule. C'est difficile de ne pas croire au hasard quand, au détour d'une rue, on croise Barack Obama, quand, au détour d'une conférence, on tombe sur Sandrine Trainer, que je ne m'attendais pas à rencontrer aujourd'hui. C'est difficile de ne pas croire au hasard. C'est difficile dans ces cas-là, parce que quand le hasard signifie la coïncidence, il faut bien comprendre que l'idée de hasard naît du fait que aucune intelligence humaine ne pouvant tout prévoir, eh bien, vous avez deux séries causales qui se sont croisées et qui ont pris au dépourvu celui ou celle qui, pour le meilleur ou pour le pire, se trouvait à leur centre. De sorte que le hasard, c'est l'illusion. Ce qu'on appelle hasard ordinairement, c'est l'illusion de celui qui est submergé par la surprise et qui fait une loi de ce qui lui arrive et qui du coup en vient à confondre ce qui est imprévu pour lui avec ce qui est imprévisible en soi. C'est une façon de prendre ses désirs pour des réalités, en fond. Si je ne m'y attends pas, donc c'est du hasard. Valérie dit « L'homme a appelé hasard la cause de toutes les surprises, la divinité sans visage qui préside à tous les espoirs insensés. Si je gagne au loto, non, il ne le dit pas comme ça, pardon, j'ai voulu sauter la phrase, j'aurais pas dû. Qui préside à tous les espoirs insensés, à toutes les craintes sans mesure, qui déjouent les calculs les plus soigneux. Que m'importe si je n'ai point le billet de la loterie que tel ou tel numéro sorte de l'urne. Je ne suis pas sensibilisé à cet événement. Ôter l'homme et son attente, tout arrive indistinctement, coquille ou caillou. Et bien c'est ça l'enjeu, retirer l'attente, s'amputer de l'attente. S'amputer de l'attente, remplacer l'attente par la vigilance. S'amputer de l'attente comme on s'ampute d'une œillère, comme on s'ampute d'un espoir, comme on s'ampute d'un désir auquel on voudrait faire correspondre le monde qui nous entoure et qui pourtant n'est pas là pour nous faire plaisir. Ce que je veux vous dire ici, c'est que le hasard n'est hasard que d'un point de vue. C'est vraiment le moment où on est accidentellement concerné par un choc causal, qu'on fait le choix de tenir ce qui nous arrive pour un effet sans cause, pour la volte-face d'un dieu badin, le dieu hasard. Ce que je veux dire, c'est que quand par hasard, on entend ce qui nous arrive, et ce qui nous arrive contre toute attente, alors le hasard, comme dirait Spinoza, c'est la mesure de l'ignorance. Parce que hasard, imprévu, que je prends ici comme synonyme résolument, désigne aussi le fait de l'existence même. La bizarrerie d'être là, si vous voulez. J'avais pas prévu d'être là, pas ici maintenant, ça c'était prévu, c'est tout le problème. Non, j'avais pas prévu d'être là, j'avais pas prévu d'être ici-bas, j'avais pas prévu d'être là sans savoir d'où je viens ni où je vais, entre une naissance que j'ai oubliée et une mort que je connais pas.
avec la certitude que tout ça finira mal. Je veux dire, j'avais pas prévu ça. Combien de métaphysiques sont nées d'un tel sentiment, d'un tel désarroi? On est né par hasard entre le néant et l'infini, dans un monde qui s'en fout, et d'où on disparaîtra sans y laisser la moindre trace. C'est ça que hasard désigne aussi. Et de la même façon, si vous voulez, que le vent, par exemple, donne le sentiment de souffler au hasard, d'être libre comme l'air, alors qu'en réalité, il obéit aux lois de la physique, le fait hasardeux de votre naissance a beau se présenter comme le résultat d'un invraisemblable concours de circonstances, il n'en est pas moins absolument nécessaire que vous êtes né le jour où vous êtes né. Les choses n'ont pas pu être autres qu'elles n'ont été, puisqu'elles ont été cela. Votre date de naissance a la même nécessité que le théorème de Pythagore, une fois qu'elle a eu lieu. On ne peut pas faire que ce qui a eu lieu n'ait pas eu lieu. De sorte que ce qui peut être regardé comme le plus grand des hasards, votre naissance par exemple, peut également être vécu par chacun comme la plus haute nécessité. À la façon, vous savez, dont un gribouillis finit toujours par dessiner un visage. Quand on ne sait pas dessiner, c'est le truc en général qui nous permet d'avoir du génie à peu de frais. On prend une feuille et puis on dessine n'importe quoi, et après, en regardant ou en se laissant regarder, je ne sais pas, on finit par découvrir quelque chose qui ressemble à un visage. Alors, ou de la même façon, si vous voulez, qu'un ivrogne, par exemple. Un ivrogne titube. Un ivrogne titube, un ivrogne ne sait pas comment il... Enfin, un ivrogne marche à grand-peine, il titube, il marche n'importe comment. Oui, peut-être, mais même s'il marche n'importe comment, il se rend quand même quelque part. Tout, c'est une phrase de Clément Rosset, tout anyhow, tout n'importe comment, est un somehow, et est un d'une certaine manière. Quoi que vous fassiez, quel que soit le geste hasardeux que vous faites, il est en lui-même absolument nécessaire puisque c'est celui-là que vous faites. Vous imprimez au monde la nécessité qu'il n'a pas, ou vous coïncidez avec, et le sens ici de hasard, voyez à quel point hasard n'est pas opposable à nécessité. En réalité, les deux sont faits pour s'entendre. C'est juste, je veux dire, le hasard, c'est juste le petit nom de la nécessité. Imaginons Venise, par exemple. Chaque rue de Venise, chaque place, chaque pavé, chaque ponton supplante largement tout ce que peut espérer un touriste organisé. À Venise, on déambule, on flâne, on ne sait pas où on va, on se laisse perdre, hein, on se laisse aller. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il n'est aucun besoin de prévoir quoi que ce soit pour être ébloui. On n'est pas ébloui par une coïncidence, on est ébloui par tous les souvenirs du présent qui nous apparaissent à mesure qu'on voit ou qu'on reconnaît les choses qu'on voit pour la première fois. À chaque endroit de Venise, on découvre, sans le savoir ni l'avoir voulu, que c'était précisément là qu'on voulait, entre guillemets, aller. Eh bien, vous voyez, un œil attentif au hasard, un œil vigilant, au fond. Un œil vigilant a cette vertu extraordinaire de faire en sorte que, finalement, en un sens, tout soit Venise. Le caractère général du monde, écrit Nietzsche, est de toute éternité chaos. Chaos, non pas au sens de l'absence de nécessité, mais au contraire, au sens de l'absence d'ordre, dit-il, d'articulation, de forme, de beauté, de sagesse, et de tous nos anthropomorphismes esthétiques, quelque nom qu'on leur donne. Ce que Nietzsche dit ici, c'est qu'il est illusoire de vouloir conjurer le hasard en introduisant, en injectant de la providence dans le monde. Parce qu'en réalité, en injectant de la providence dans le monde ou en lisant dans les faits du monde ou dans les phénomènes du monde la trace de la providence, un peu comme un ouvrier aurait signé son ouvrage ou comme un peintre aurait signé son tableau, en essayant de repérer de la providence dans le monde, on espère conjurer du hasard en injectant du sens, mais en réalité, on injecte de l'arbitraire et on se prive de tout ce que le monde est en mesure de nous offrir. L'injection de providence est une façon d'ôter au monde la valeur ajoutée considérable ou l'intensité d'intérêt qu'il revêt quand on le regarde sans lui demander de nous aimer en retour, sans se prendre pour lui, mais en le prenant lui pour notre désir. Ici-bas, c'est-à-dire partout, dans un monde comme le nôtre, c'est-à-dire un monde infini, donc un monde sans au-delà, tout est coïncidence si on veut bien le voir. Tout est coïncidence. Il ne tient qu'à nous de tenir pour une coïncidence extraordinaire ce qu'il était habituel de regarder jusqu'ici. Tout est coïncidence parce que, en un sens, tout est nécessaire. Ce qui arrive ne peut pas ne pas arriver. Et c'est ce qui donne à ce qui arrive une saveur inattendue, une saveur infernale, une saveur insensée.
Et d'où vient ce paradoxe? À quoi ça tient, ça? Ben, ça tient au fait, me semble-t-il, et j'en terminerai là-dessus, terminer sur une note un peu gaie, ça vient du fait, je crois, que l'événement le plus prévisible de l'existence, et pourtant le plus surprenant qui soit, c'est la mort. Rien au monde n'est plus prévisible que la mort. Et pourtant, quand quelqu'un meurt, même quand on accompagne son agonie, on dit toujours ça fait un choc. On est surpris. C'est quand même très étonnant que la mort nous étonne. C'est quand même très étrange. Alors certains diront, ben voilà, les hommes ne se préparent pas à mourir, on passe notre vie à conjurer, à esquiver cette tragédie. Tout en nous témoigne du refus, enfin du désir de tourner le dos à cette tragédie. Ce qui est une façon d'être hanté par la mort. Personne ne pense plus à la mort que celui qui veut passer sa vie à penser à autre chose. Donc évidemment, on peut se dire, voilà, c'est une façon de ne pas regarder la mort, de lui tourner le dos. En réalité, si vous voulez, cette modalité du divertissement, cette façon qu'on a de ne pas regarder la mort est une façon d'être hanté par elle. Et on a tort de vivre ça comme un drame. C'est une tragédie, c'est pas un drame d'avoir à mourir. Par tragédie, j'entends pas une catastrophe, j'entends un problème insoluble. La mort est un problème insoluble. La mort est un problème insoluble qu'il vaut mieux regarder en face. Apprendre à mourir, dit Montaigne, c'est désapprendre à servir. Tout simplement parce que quand on regarde la mort en face, eh ben, on passe pas sa vie à essayer d'oublier qu'elle s'achève. Et regarder la mort en face donne à penser qu'au fond, la vie n'est pas soluble dans la dissolution de la mienne et que c'est pas si grave, tout ça. Ça, c'est la première chose qui est assez rassurante d'une certaine façon. On se rassure par l'impermanence, on fait comme on peut. Hein. Mais l'autre chose intéressante, c'est que ça donne à chaque chose à quoi l'on peut s'attendre une saveur extraordinaire. Au fond, l'enjeu d'une philosophie tragique, c'est pour ne jamais céder à la mort un pouce de terrain dans le temps de la vie, regarder la mort en face. On doit regarder la mort en face pour ne lui céder aucun pouce de terrain. Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face, dit La Rochefoucauld, il a tort. Il a tort. Il faut regarder tout ça en face, précisément parce qu'il est mortifère de ne pas le faire. Et en regardant cela en face, on se donne les moyens de poser sur le monde l'œil candide, virginal, ingénu, génial, inattendu d'un enfant qui joue. Voilà, merci de votre attention.